La gourmandise. Vous aimez bien tout ce qui est bon. C'est très mauvais. C'est l'expression d'une envie, d'un désir. Mais c'est bien évidemment apprécier la nourriture et prendre du plaisir à boire et à manger. Et s'il existe bien une nation pas vraiment réputée pour sa gastronomie, c'est bien le Royaume-Uni. Mais personnellement, je leur en veux pas. Parce que niveau bagnole, il y a largement de quoi se régaler. En termes de culture automobile, je pense sincèrement que le Royaume-Uni est le pays le plus magique. Entre le luxe absolu des Rolls-Royce et autres Bentley, l'alliance parfaite de l'élégance et de la sportivité des Jaguar et des Aston Martin, la performance et les technologies dernier cri des McLaren, les typiques roadsters anglais, amusants et abordables, autrefois incarnés par des constructeurs comme MG au triomphe. Comment passer à côté de cette philosophie popularisée par Colin Chapman avec ses Lotus, Light is Right, qui a fait tant d'émules depuis. Et enfin last but not least, toutes ces bizarreries comme la Reliant Robin, la Bond Bug, la Peel P50 ou encore ces typiques taxis et bus londoniens. Et je ne vous parle même pas de tous ces ingénieurs, tous ces pilotes qui ont écrit l'histoire du sport auto et qui continuent de l'écrire. Et si j'étais anglais, j'aurais vraiment de quoi être extrêmement fier. Mais j'aurais aussi de quoi me sentir un peu honteux. Car la gourmandise, c'est aussi un défaut, un désir immodéré de nourriture. Ce que vous avez sous les yeux actuellement, c'est une carte du monde avec en rouge les grandes puissances historiques de l'automobile toujours en activité. La France, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Japon. J'oublie pas les Suédois, les Tchèques, etc. Mais là, je vous parle vraiment des nations qui sont là depuis le début et qui tapent. Lorsque l'on regarde toutes ces nations, on peut constater qu'il a toujours existé un groupe industriel ou ne serait-ce qu'une marque qui a toujours été rattachée à son pays d'origine. En France, par exemple, Renault, c'est français. Ça a toujours été français, même l'État est actionnaire. Ford, ça a toujours été américain, Toyota, ça a toujours été japonais, Mercedes, allemand, Ferrari, pareil, italien. C'est même la famille Ferrari et Agnelli qui sont les principaux actionnaires aujourd'hui. Et au Royaume-Uni, alors il y a toujours des constructeurs, mais il y a bien longtemps que le proprio n'est plus vraiment du coin. On peut faire rapidement le tour si vous voulez. Jaguar et Land Rover, c'était à Ford, ça a été racheté en 2008 par l'Indien Tata Motors. Bentley, depuis 98, ça appartient à Volkswagen. Rolls-Royce, pareil, sauf que c'est BMW qui a la main dessus, tout comme Mini d'ailleurs. Lotus, racheté en 96 par le Malaisien Proton. Aujourd'hui, c'est le constructeur chinois Geely qui possède la marque. MG, c'est chinois aussi. Vauxhall, c'est Opel finalement, donc c'est PSA. Et Aston Martin, alors eux, leur histoire c'est le bordel. J'ai l'impression qu'ils changent de proprio tous les 4 matins. Aujourd'hui, c'est un consortium d'hommes d'affaires mené par le Canadien Lawrence Stroll qui gère Aston Martin. D'ailleurs, il y a même le gouvernement d'Arabie Saoudite qui possède des parts. Et à part des petits indépendants ou des jeunes constructeurs comme McLaren, car oui, malgré sa grande expérience de la course, McLaren ça reste un jeune constructeur automobile, il y a bien longtemps qu'il n'y a plus grand chose de véritablement britannique au royaume de sa majesté. Mais pourquoi ? Comment l'industrie automobile britannique, la vraie, est-elle morte? Et pourquoi les Anglaises ont cette réputation de toujours tomber en panne, au point d'en faire des blagues du style « s'il n'y a pas de flaque d'huile en dessous d'une Anglaise, ça veut dire qu'il n'y a plus d'huile du tout ». Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vous invite donc à rejoindre une table anglaise afin d'en déguster sa cuisine. Je vais vous raconter la fois où les roast beef ont été victimes de leur propre gourmandise. Une période que l'on pourrait qualifier de boucherie et qui n'a laissé que des miettes au peuple britannique. Allez, assez parlé de bouffe, installez-vous bien car le repas risque d'être un peu long. Pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir quelques années avant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 30, au Royaume-Uni, donc, 2 constructeurs dominaient le marché. Ces 2 marques réalisaient à elles seules près des 2/3 de la production totale du pays. D'un côté, il y avait Austin, sous le contrôle de son fondateur, Herbert Austin. Et de l'autre se trouvait Morris, dirigé par William Morris. Logique. Morris qui possédait déjà MG à l'époque. Jusqu'ici, tout va bien. À cette époque, William Morris avait un bras droit du nom de Leonard Lord, avec qui justement les tensions s'intensifiaient. Et après de nombreuses années de mésentente, Lord démissionne pour rejoindre le grand rival Austin. Herbert Austin, qui souhaite tout simplement prendre sa retraite, le choisit en 1938 pour le remplacer. Bien, à présent les 2 plus grands fabricants du pays sont dirigés par 2 personnes qui se détestent. Nickel.
L'année d'après, c'est bien évidemment le début de la Seconde Guerre mondiale, et les premières années après la fin de celle-ci, eh bien, il se passe pas grand chose d'intéressant. Enfin, juste pour info quand même, dans l'immédiat après-guerre, le Royaume-Uni était le plus grand producteur et exportateur de voitures au monde. Bref, on saute directement à l'année de la prochaine grande étape, c'est-à-dire 1952. En 52 donc, Austin et Morris, enfin vous savez les deux pires ennemis du monde, décident de fusionner. Alors ouais, c'est bizarre, mais il y a une explication à ça. Pour commencer, de l'eau a coulé sous les ponts, et depuis les tensions entre Lord et Morris se sont apaisées. Il y a aussi le fait que William Morris souhaite tout simplement prendre sa retraite, lui aussi. Et plus important encore, le gouvernement britannique est également de la partie. Car ouais, c'est notamment lui qui est là derrière eux, en leur disant « Bon les gars, c'est maintenant ou jamais là, il est temps d'unir vos forces ». À vrai dire, l'idée derrière cette fusion, c'est de former un énorme conglomérat afin de lutter contre la menace des constructeurs étrangers et d'assurer ainsi l'avenir de l'industrie automobile britannique. Bref, les deux géants fusionnent pour devenir la British Motor Corporation, BMC. Et en soi, Lord effectue une excellente opération, puisque la nouvelle structure devient ainsi la 4e plus grande firme automobile du monde, juste derrière l'intouchable Big Three américain composé de GM, Ford et Chrysler. Puis arrive l'année 1967 où Leonard Lord meurt. Mais avant sa mort, il avait imaginé un vaste plan stratégique, un véritable coup de maître qui sera bel et bien exécuté. Malheureusement, car 2 ans auparavant, en 1965, BMC fait l'acquisition d'une entreprise appelée Prest Steel. Et c'est précisément à cet instant que l'industrie automobile britannique entama doucement, mais sûrement, sa très longue descente aux enfers. Prest Steel, c'est ni plus ni moins que la clé de voûte de toute cette industrie. Si Prest Steel est content, normalement tout le monde est content. Mais au contraire, si Prest Steel se casse la gueule, tout le monde se casse la gueule. Pourquoi ? Eh bien tout simplement car il s'agit du plus gros sous-traitant qui fabrique les carrosseries, les structures en métal de presque tous les constructeurs du pays. Triumph, Mini, Rover, MG, Jaguar, Rolls-Royce et bien d'autres. Si tu veux construire des bagnoles, tu dois d'abord passer par eux. Donc vous comprenez bien qu'en détenant cette boîte, BMC est soudainement devenu le maître du jeu. Du jour au lendemain, ils pouvaient connaître tous les petits secrets de fabrication de leurs concurrents. Et si jamais BMC avait des désirs d'acquisition, eh ben ils pouvaient utiliser ce levier pour négocier comme ils le souhaitaient. Vous voulez pas signer le contrat? Bon, ok, c'est pas grave. Sinon, pour vos structures en métal, vous les voulez jamais ou pas du tout? C'était littéralement un braquage, sans blaguer. En quelques semaines, c'est devenu une gigantesque partie de Monopoly avec des constructeurs à la place des rues. Et leur principal adversaire à ce moment-là, c'est-à-dire Leyland Motor Corporation, et ben forcément eux aussi ils se retrouvent pris au piège. Et qui va se ramener une nouvelle fois pour pousser deux groupes à fusionner? Eh oui, le gouvernement britannique, avec toujours la même motivation derrière, assurer la survie de l'industrie britannique. Alors que ça va en fait, enfin je veux dire, les Britanniques sont peut-être pas les premiers du classement international, mais ils sont très loin d'être les derniers. Quoi qu'il en soit, BMC et Leyland, plus quelques autres constructeurs, sont invités à fusionner en 1968. Et à cet instant, c'est le directeur de Leyland, Donald Stokes, qui est nommé à la tête de cette nouvelle et surtout gigantesque structure, désormais appelée Leyland Cars, Austin, MG, Triumph, Mini, Jaguar, Daimler, Princess, Morris, Rover, all with super cover, great cars and a great deal more. Bon, à partir de là, le sketch peut commencer. On démarre avec les points positifs. Premièrement, le groupe fait toujours partie du top 5 mondial des plus grandes puissances automobiles. C'était même le seul en 70 à proposer une gamme aussi large de véhicules. Et le nouveau grand patron, Donald Stokes, ne pouvait pas rêver mieux. Non seulement il s'agit d'une excellente opportunité d'augmenter massivement le volume de production de Leyland, mais surtout, c'est lui qui devient la grande figure de l'industrie automobile britannique. Et bah c'est tout, on en a fini avec les points positifs. On peut légitimement penser que l'union fait la force, Eh bien les Britanniques nous ont prouvé le contraire. Ah, British Leyland. Leur gamme était si tentaculaire, l'entreprise si gargantuesque, qu'elle est tout de suite devenue ingérable à tous les niveaux. Alors là, pour le coup, Stokes il va se régaler. Déjà sur le plan structurel de la boîte, c'était un enfer managérial. L'entreprise a dû soudainement gérer près de 250 000 employés. 250 000. C'était trop.
Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils étaient en sur-effectif, et dans pratiquement tous les domaines de l'entreprise. Beaucoup de personnes donc, et pas forcément les plus coopératives. Bah ouais, autre surprise, le manque cruel de cohésion entre les différentes équipes. Dans les ateliers, mais pas que, la situation était complètement ridicule. La compétition était omniprésente. Les ouvriers étaient en fait divisés en plusieurs petits clans qui ne pouvaient pas se blairer. Par exemple, le personnel d'Oxford se voyait toujours comme une équipe soudée et loyale envers Maurice, et faisait donc peu d'efforts pour assembler des Austin. Et inversement sur le site de Longbridge, où étaient à l'origine fabriqués des Austin. Tout ça pour finalement se battre pour le même employeur. Et en parlant des usines, Stokes s'est finalement rendu compte que certaines installations, dont l'énorme site de Longbridge, eh bien avaient bien besoin d'un coup de modernité. Mais là je vous rassure, c'est juste l'apéro avant de passer à table. Car le meilleur, ou le pire, ça dépend, reste à venir. Il s'est avéré que certaines marques, du côté notamment de ce qui était anciennement BMC, n'avaient aucun nouveau modèle en cours de développement. Rien. Que dalle. Là, Stokes, à peine arrivé, il est au bord de l'apoplexie. Et forcément, la trésorerie fondait comme neige au soleil. Trop de salariés à payer, pas assez de synergie entre les marques, des gros investissements nécessaires pour moderniser les installations, forcément une productivité pas ouf, et selon les gammes, aucun nouveau produit sur lesquels les clients pourraient se jeter prochainement. Yes! À peine voit-il le jour que le géant britannique a déjà un genou à terre. Par conséquent, dans un temps très limité, Stokes va faire du mieux qu'il peut pour faire avancer les choses. Déjà en ce qui concerne les marques qui n'ont aucun projet en cours. La direction va demander à ses équipes de produire le plus rapidement possible des voitures avec toutes les pièces qu'ils pouvaient trouver à droite à gauche. Voilà, histoire de faire bouche-trou, de proposer un semblant de fraîcheur sur le marché, le temps de sortir un produit véritablement nouveau dans quelques années. Ensuite, il était prévu que toutes les marques du groupe partagent un maximum de pièces. Mesure qui concerne également les constructeurs haut de gamme, comme Rover, Triumph et Jaguar. Le Prestige là, rien à foutre. Faut faire des économies maintenant. Et donc avec toutes ces mesures, bah souvenez-vous quand j'ai dit que c'était le seul groupe à proposer une gamme aussi large, bah finalement c'est pas un point positif. Bah ouais, car British Leyland, c'était avant tout cet énorme catalogue composé d'une quinzaine de marques. Alvis, Austin, Daimler, Land Rover, Leyland Motors, MG, Riley, Wolseley, Jaguar, Mini, Morris, Rover, Triumph, et j'en oublie sûrement. Entre le haut de gamme, les sportives et les généralistes, je veux dire, avec autant de constructeurs, comment déterminer la place de chacun sur le marché ? Cherchez pas, y a pas de réponse. Et plutôt que de fusionner des marques, eh bien on les a laissés se battre entre eux, en plus des autres concurrents habituels. Ouah, c'est génial, déjà qu'il existait une concurrence interne exacerbée. Alors pourquoi ne pas créer des duels fratricides sur la route, histoire de rajouter un peu d'huile sur le feu? Par exemple, les Roadster MGB cannibalisaient les ventes de la Triumph Spitfire, et inversement. Mais il y avait surtout le fameux problème du modèle dupliqué à l'infini. Car ouais, avec cette politique de partager un maximum de pièces, bah au bout d'un moment, quasiment toutes les voitures ont fini par se ressembler. Et là je vous le dis, on va atteindre des niveaux stratosphériques. Typiquement, la Mini, tout le monde connaît la Mini, mais c'était quel constructeur? Qui la construisait? Austin Mini, ouais, mais c'était également Morris, Leyland, Rover à un moment donné, ouais, puis c'est devenu une marque à part entière en 69. On peut aussi compter les déclinaisons dites de luxe, la Riley Elf et la Wolseley Hornet, et enfin le fait qu'elle a été produite sous licence par d'autres fabricants, comme par exemple l'italien Innocenti ou l'espagnol Audi. Autre exemple, la Morris Monaco, qui concurrençait son clone, l'Austin 1800, qui lui-même ressemblait comme deux gouttes d'eau à la Wolseley 1885, ou encore la Triumph 2000, dont son plus grand adversaire était en réalité sa cousine, la Rover 2000, qui partageait également le même nom, 2000. Ah bah c'est clair, les bagnoles c'était mieux avant, quand elles se ressemblaient déjà toutes en fait. Vous vous sentez perdu ? Vous en faites pas, les clients à l'époque l'étaient encore plus. D'ailleurs, les pubs diffusées par le groupe n'ont fait que renforcer cette confusion. Ouais, ils ont tout fait à l'envers en fait. Dans sa communication, British Leyland avait parfois tendance à regrouper les marques sous un seul et même label, celui de British Leyland. Ouais, c'est un peu comme si aujourd'hui t'avais une pub pour Peugeot, Opel ou Fiat, et qu'au lieu de montrer leur logo respectif, eh bien on plaçait celui de Stellantis à la place. Ouais, ça a pas trop de sens. Bon, là comme ça, la situation de British Leyland est franchement pas terrible. Mais c'est pas catastrophique, ils peuvent encore remonter la pente. Le truc c'est qu'il y a un petit imprévu qui va se manifester. Manifester, c'est le bon mot, ouais. Allez, on passe au plat de résistance maintenant. Au début des années 70, c'est la merde au Royaume-Uni.
disons-le franchement. Le pays entier est le théâtre d'importants mouvements de grève qui touchent globalement toutes les industries. Et comme je l'ai dit auparavant, le nombre de constructeurs chez BL était, disons, assez riche. Mais qui dit beaucoup de constructeurs, dit beaucoup de construction. Et dit par conséquent, beaucoup d'usines. British Leyland comptait à une époque 42 sites de production différents. 42. Je sais même plus quoi dire à force. Si, à titre de comparaison, le Royaume-Uni compte aujourd'hui un peu moins d'une quarantaine d'usines. Avec un réseau aussi étendu et complexe à manœuvrer, eh bien ils se sont aperçus qu'il existait certaines failles, dont notamment le fait que beaucoup trop d'usines étaient dépendantes des unes des autres. Avec les grèves, il suffisait parfois de 2 ou 3 usines à l'arrêt pour finalement paralyser l'ensemble de la chaîne de production à travers le pays. Pendant ce temps, General Motors ou Ford avaient plus ou moins résolu ce problème en fusionnant justement certaines de leurs filiales à travers l'Europe, ce qui leur permettait en cas de problème de transférer une partie de la production d'une usine à l'autre, histoire de sauver les meubles. En vérité, Donald Stokes avait le pire rôle possible. Le pauvre gars, sans le savoir, il se retrouve aux commandes d'un navire en plein naufrage. Et très vite, la firme britannique est devenue malgré elle le symbole du chaos industriel et économique qui régnait à cette période outre-Manche. Donc, histoire de ne pas vous perdre, faisons un petit point. Donc, British Leyland, c'est déjà une quarantaine d'usines vieillissantes à la productivité médiocre, qui, quand elles n'étaient pas en grève, produisaient pour le compte de plusieurs marques des voitures pour la plupart identiques, seulement différenciées par leur badge, signifiant ainsi que certains constructeurs au sein de ce même groupe se concurrençaient mutuellement sur le plan commercial comme sur le plan industriel, impliquant de ce fait des coûts logistiques et publicitaires 2 à 3 fois plus importants que s'ils avaient fabriqué et vendu un modèle sous un seul et même nom, tout en faisant face à de sérieux problèmes économiques et industriels, car bien entendu, j'en ai pas encore parlé, mais il y a le fameux choc pétrolier de 73, mais également la Free Day Week, qui limitait légalement la consommation d'électricité à 3 jours par semaine pour une utilisation commerciale suite à la grève des mineurs britanniques en 74, dans un marché automobile où la compétition s'intensifiait avec notamment la venue des constructeurs japonais. Vous êtes dans la revue? Non, absolument pas, je suis anglais. Oh, pardon. Ah, les journées au boulot devaient être très bonnes, ouais. Étonnamment, au milieu des années 70, British Leyland se retrouve au bord de la faillite. Pour l'année 75, les pertes s'élèvent à plus d'1 milliard de livres d'aujourd'hui. Et cette même année, l'entreprise est nationalisée d'urgence. Mais malgré tout le fric injecté et le fait que l'État soit aux commandes, eh bien la gestion du groupe restait tout aussi délicate. Pas vraiment idéale pour les affaires. Et à partir de là, il y a vraiment 2 camps qui se sont formés. Et c'est bien car à peu près à la même période, on a eu le droit à 2 nouvelles têtes de chaque côté de l'entreprise. À ma droite, nommé à la tête de British Leyland en 77 par le gouvernement, Sir Michael Edwards, gestionnaire hors pair, clairement pas là pour enfiler des perles. À ma gauche, Derek Robinson, surnommé Red Robo, fraîchement élu responsable syndical de l'entreprise, il fait la pluie et le beau temps dans les usines. Qui sera le grand vainqueur de ce duel? Personne. Personne. Déjà, les deux vont se faire virer, Robinson en 79 et Edwards en 82. Et avant ça, comment dire? Eh bien, faut savoir que les ouvriers, et surtout les syndicats, eh bien, leur autorité, leur pouvoir n'a fait qu'augmenter avec le temps, au point de pouvoir instaurer leur propre politique. Et l'une des mesures phares de Robinson était que tous les choix, toutes les actions que la direction souhaitait entreprendre devaient dorénavant être scrutés et justifiés auprès des syndicats. Le fameux trade union qui approuve ou non la décision. Une sorte de démocratie industrielle finalement. Bonne idée sur le papier, après tout pourquoi pas. Mais dans les faits, entre les délais interminables pour prendre une décision et les réunions qui s'éternisaient, eh bien il s'est avéré que c'était pas forcément la meilleure méthode pour produire efficacement des bagnoles. Arrive le moment où certains responsables, managers, lâchent complètement l'affaire et préfèrent démissionner. Et pour les remplacer, qui de mieux que des jeunes qui venaient à peine de terminer leurs études? Bah ouais, faisons confiance à la jeunesse. Envoyons-les au casse-pipe. Alors ils avaient sûrement de beaux diplômes, mais ils étaient surtout inexpérimentés, désorganisés, et ils avaient peur des ouvriers aussi. C'est qui le patron? C'est moi. On dirait Donald Duck. Donc, du côté du management, c'est le bordel, mais du côté syndical, c'est le bordel aussi. Et ouais, car les relations entre Robinson et les autres délégués syndicaux se sont dégradées, au point que même lui n'avait plus le contrôle sur certaines grèves. En vérité, certains syndicats
étaient un peu aveuglés par le pouvoir. Dans une négociation, la grève, c'est généralement le dernier recours des syndicats. Bah là, c'est devenu le premier. Le truc, c'est qu'en face, Edwards, lui, bah il les a avertis. Il a dit attention les gars, vous tirez un peu trop sur la corde, le gouvernement s'impatiente, on perd de l'argent, et surtout de l'argent du contribuable maintenant. Donc si ça voulait pas bosser, Edwards, qui avait en plus l'appui du gouvernement, bah il se prenait pas la tête, il fermait l'usine. Et des usines, il en a fermé quelques-unes comme ça, ouais. Et forcément, hein, les conséquences ont été tragiques, hein. Bah déjà sur l'emploi, sur l'économie locale, mais aussi sur la production automobile. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines bagnoles qui, à cause de ça, bah n'ont jamais vu le jour, alors qu'elles étaient parfois sur le point de rentrer en phase de production. Et typiquement, c'est le cas de la Triumph Lynx, à moteur V8. En fait, dans tout ce bordel, je vous ai même pas parlé des voitures. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause, histoire de digérer un peu, avant le dessert? Allez, on souffle un peu. Bon, vous devinez bien qu'entre les grèves, les outils de production complètement flingués, et tout le fonctionnement de l'entreprise, hein, globalement, bah, ce qui sortait des usines était loin d'être fantastique. Allez, petit florilège, rien que pour vous. La Morris Marina. La Marina fait partie de ces voitures qui ont été développées en urgence quand une marque n'avait aucun projet en cours. Et il n'a fallu que 18 mois à la Marina pour passer de la planche à dessin à la production. Donc vous imaginez bien qu'on n'est pas sur la voiture la plus fantastique du monde. Les premiers exemplaires, hein, sortis de l'usine étaient notamment en proie à de sérieux problèmes de sous-virage causés par des suspensions avant mal réglées. Dommage, car c'est justement celles qui ont été prêtées aux journalistes pour qu'ils la testent. Je vous laisse imaginer leur verdict. D'ailleurs, hein, Robinson disait souvent pour rigoler que c'était les clients qui faisaient la phase de test pour eux. Heureusement que c'était les années 70, hein, parce qu'aujourd'hui, avec toutes les normes, clairement, il serait allé en tôle pour le restant de sa vie. Bref, elle est très souvent considérée par nos voisins britanniques comme l'une des pires voitures de l'histoire. Bon, ça l'a pas empêché de se vendre à plus d'1 million d'exemplaires. Le volant quartique de l'Austin Allegro. Les ingénieurs de British Leyland ont un jour décidé qu'il était grand temps de réinventer la roue. Mais littéralement, hein, c'est pas une blague. L'une des particularités des premières générations d'Austin Allegro était son volant carré. Enfin, carré avec des bords arrondis. L'idée c'était de laisser plus de place pour les genoux, donc une meilleure ergonomie et un meilleur confort. Sauf qu'au moment de tourner le volant, eh bien il s'avère que c'était plus si ergonomique que ça. Surtout à une époque où t'avais pas forcément la direction assistée. Austin a vendu ce volant comme un système un peu avant-gardiste. La vérité c'est que cette forme était apparemment nécessaire pour que le conducteur puisse voir correctement le compteur de vitesse. D'ailleurs la police qui avait commandé des Allegro avait demandé à les recevoir avec un autre volant. Apparemment cela ne convenait pas à leur style de conduite. Tout comme la Marina, l'Allegro est considérée comme l'une des pires voitures de l'histoire. Pas qu'à cause de son volant d'ailleurs. Mais contrairement à la Marina, l'Allegro n'a jamais atteint ses objectifs de vente. Un petit mot des Allemands d'automobile classique sur l'Allegro. L'Allegro représente la quintessence de l'expertise automobile britannique des années 70. À part ça, elle peut rouler. La Triumph TR7. Au-delà d'un style pas vraiment sexy pour une petite sportive, la vie de la TR7 résumait bien le chaos qui régnait à l'intérieur des usines. Une faible productivité et une qualité de fabrication plus que médiocre. Avec tout le retard accumulé principalement à cause des grèves, eh bien la direction a revu ses plans en donnant notamment la priorité au marché nord-américain, beaucoup plus porteur. Tant pis pour les Anglais, ils prendront leur mal en patience. Les premières TR7 sont alors envoyées directement aux States vers sa filiale américaine. Ils en rassemblent à peu près une trentaine, notamment pour les prêter aux journalistes. Et là, c'est le drame. Quoi, les journalistes n'ont pas aimé? Non, pire que ça. Elles sont arrivées dans un état tellement lamentable que certaines ne démarraient même pas. Vraiment le pauvre gars de l'autre côté du globe qui reçoit ça et qui doit se démerder de les réparer au plus vite pour la présentation officielle. Et comment tu fais quand t'as pas d'usine sur place et que c'est un tout nouveau modèle? Eh bien tu demandes à l'un des plus grands spécialistes de la course automobile de s'en occuper. En l'occurrence Bob Tullius et son écurie Groupe 44, qui travaillait étroitement avec Jaguar à l'époque. Bon, c'est quand même un peu la honte de leur demander ce genre de service. Et en un temps record, les mécanos ont quand même réussi à rafistoler une quinzaine de TR7. Reste que les journalistes à l'époque en sont quand même sortis mitigés de leur essai. Mention honorable, le pont de l'usine de Longbridge. Alors c'est pas une caisse, c'est peut-être une légende urbaine, mais perso j'ai
tellement envie d'y croire, tellement c'est fou. Alors c'est un ex-employé de British Leyland qui a raconté cette histoire à Jeremy Clarkson. L'une des bizarreries de British Leyland, en plus des autres, c'était ce pont qui traversait un axe routier et qui permettait en réalité de relier deux parties de l'immense usine de Longbridge. Alors déjà il y a le coût de la construction, mais en plus de ça ils ont dû acheter à la municipalité le morceau de route que celui-ci traversait. Mais c'est maintenant que l'histoire devient intéressante. Au moment de lancer la production de l'Austin 1800 dans cette usine, il s'est avéré que celle-ci était trop large pour passer dans ce fameux tunnel. Et le temps de trouver rapidement une solution, ils ont dû transporter les carrosseries, qui n'étaient pas encore peintes, en camion et traverser la route pour les livrer de l'autre côté de l'usine. Tout ça malgré les poussières ambiantes et les potentielles intempéries. Là c'est la qualité. Bon allez, reprenons. De toute façon là ça va aller vite, bah ouais. Ça peut pas rester éternellement comme ça. Donc il y avait trop de grèves, pas assez de production, trop d'argent perdu. En 77, British Leyland aurait perdu l'équivalent d'une production de 250 000 voitures. Ce qui est colossal. Quoi d'autre? Ah oui, il n'y avait pas de nouveauté non plus, à tel point qu'au London Motor Show de 77, donc leur salon national, eh bien British Leyland n'avait aucune nouveauté à présenter. Rien. Les gars avaient au bas mot une douzaine de marques, pas foutu de présenter un nouveau modèle. On arrive alors en 79 où une certaine personne prend la tête du gouvernement, un personnage historique que l'on connaît bien même en France, Margaret Thatcher. Et avec Margaret, ça suffit, on arrête les conneries. British Leyland en à peine 4 ans, ça a coûté plus de 2 milliards de livres aux contribuables. Donc c'est bon, c'est terminé maintenant. En plus de ça, ils ont chopé un partenariat avec Honda. Comme ça, au lieu d'avoir des voitures identiques dans le même groupe, eh bien maintenant elles seront identiques aux concurrents. Parfait. Donc maintenant, on reprivatise. Enfin ça, c'est ce qu'elle désirait faire au début. Mais comme British Leyland représentait également un problème électoral, ouais, elle avait besoin de votes, elle a quand même laissé sa chance à un nouveau plan stratégique. Mais elle mourrait d'envie de s'en débarrasser. Ce qui sera chose faite en 88. Pour Thatcher, British Leyland c'était ni plus ni moins qu'une bombe à retardement dont il fallait se débarrasser au plus vite. Grosso modo, dans les années 80, il y a du bon, mais il y a surtout du moins bon. D'un côté, enfin, il y a de bonnes nouvelles, comme je l'ai dit, le partenariat avec Honda concernant les pièces, la rationalisation des gammes qui a commencé sous l'ère Edwards et qui s'est poursuivie. Il y avait beaucoup moins de grèves, un nombre d'employés plus raisonnable et une bien meilleure productivité. Ça commençait vraiment à sentir bon. Mais de l'autre, forcément, il y a de très mauvaises nouvelles. Car malgré tous les efforts de rationalisation, etc., bah c'est pas garanti que derrière les gens achètent. Surtout qu'ils commencent à connaître la maison. Donc l'Austin Montego et la Maestro ont laissé complètement le public indifférent. La Morris Ital, une vraie catastrophe, déjà surannée l'année de son lancement en 80. Et logiquement, la part de marché du groupe s'est effondrée pour passer de 40% en 68 à seulement 18% en 1980. Et les années 80, c'est synonyme de clap de fin pour Austin, Morris et Triumph. Et les constructeurs encore en vie à ce moment-là, comme je l'ai dit, reprivatisé. En 87, c'est la société Unipart qui est la première à être vendue, suivie quelques mois plus tard par Leyland Trucks. Fin 89, Ford acquiert Jaguar. Et enfin, le joyau de la couronne, le reste de British Leyland, désormais devenu Rover Group, est acheté en 1988 par British Aerospace. Margaret ne pouvait pas rêver mieux, tout le monde retrouve un repreneur, et ce n'est plus la responsabilité désormais du gouvernement. Nickel! Et en plus de ça, British Aerospace s'engage même à ne pas revendre Rover Group au cours des 5 premières années. Voy a la playa, había subido la marea. Eso, había subido la marea con triple paella. Donc oui, British Aerospace, en pleine recherche de financement pour, je cite, mieux se recentrer sur ses activités, décide de revendre le Rover Group à la surprise générale. À qui le revendent? Franchement, à des gars qui s'y connaissent pas du tout en bagnole. Freude am Fahren. Donc Rover, Land Rover, MG et Mini, bien que sous pavillon allemand, voyaient enfin l'horizon s'éclaircir grâce à un BMW surpuissant. Et ouais, avec toutes les ressources techniques, humaines et commerciales que possède BM à l'époque, il y a largement de quoi faire revenir l'entreprise au sommet.
Le groupe allemand BMW a vendu Rover et MG qui lui appartenaient. Bon, BMW, c'est pas tout clair non plus. Alors, il y a des théories comme quoi ils voulaient juste garder le meilleur. En tout cas, Bert Pichetsrider, pas sûr de la prononciation pour le coup. Bref, leur ancien PDG, quoi, a justement fait les frais de cet échec. Et le groupe Rover se retrouve une nouvelle fois démantelé. Land Rover et son usine de Solihull seront revendus à Ford pour près de 1,8 milliard de livres. L'usine d'Oxford, qui a reçu de lourds investissements, et la marque Mini reste propriété du constructeur allemand avec le succès que l'on connaît aujourd'hui. Et enfin, Rover et MG seront achetés par le consortium britannique Phoenix Venture Holdings pour la somme astronomique de 10 livres. 10 livres. Alors oui, je passe très rapidement sur l'épisode BM et post-BM, il y a beaucoup de choses à dire. Et pour le coup, si jamais je lui consacre un jour une vidéo sur Rover, je pense en parler. Un jour, peut-être. Prochaine. En tout cas, vous imaginez bien que si BMW a échoué, ce n'est pas une entreprise complètement inconnue au bataillon, sans véritable expertise, qui va du jour au lendemain remettre toute l'industrie sur pied. Donc, ça va encore agoniser quelques années. Alors, sous Phoenix Venture, hein, un seul nouveau modèle fut lancé, la Tata pardon, je voulais dire la City Rover, qui est une Tata Indica, rebadgée. Un échec commercial de plus, hein. Donc Rover est quand même passé de ça à ça. On arrive alors en avril 2005 et bah c'est la fin. La faillite du groupe est officiellement prononcée, provoquant ainsi le licenciement de 6000 employés. Alors je vais pas rentrer dans le débat, oui mais ça existe encore, les Chinois ont racheté MG et Rover, non. D'ailleurs c'est Rover, ils ont même pas les droits sur le nom. Bref, 2005 c'est terminé, on peut officiellement enterrer l'industrie automobile britannique. Que dire? Que dire? Alors, mon point de vue est que à la fin des années 70, c'était déjà trop tard. L'argent injecté n'a pas été utilisé à bon escient, les méthodes de production étaient complètement datées et le design des voitures beaucoup trop vieillissant. Tout ce qui était rationalisation des pièces, des gammes aurait dû arriver beaucoup plus tôt. D'ailleurs, hein, ça me fait dire qu'ils auraient sans doute pu être les pionniers de la construction de châssis modulaires de la même manière que Volkswagen l'a fait dans les années 90. Et même si le partenariat Honda leur a redonné quelques couleurs, faut l'avouer, il représente néanmoins le premier pas vers une nation qui allait complètement perdre le contrôle de son industrie automobile. L'illusion, elle a aussi été de croire que les Britanniques allaient continuer d'acheter encore et encore des voitures britanniques, quoi qu'il arrive. La question maintenant, c'est de savoir qui a été trop gourmand. Est-ce que c'est Leonard Lord et tous ses successeurs sans doute trop incompétents et qui se sont cassés les dents dans la gestion d'une structure beaucoup trop complexe pour eux? Est-ce que ce sont les syndicats, aveuglés par le pouvoir et qui, croyant l'entreprise immortelle, pouvaient lutter indéfiniment pour leur travail? Est-ce que c'est le gouvernement britannique qui a poussé à la fusion d'entreprises pour finalement se désengager de ses responsabilités quelques années plus tard? Est-ce que ce sont tous ces repreneurs, qu'on pourrait qualifier de pique-assiette, qui se servaient uniquement des meilleures pièces, laissant derrière eux les abats? Est-ce que ce serait pas un peu tout le monde finalement? Sachez d'ailleurs que Derek Robinson avouera lui-même ses torts quelques années plus tard, que sa vision était complètement faussée et que le trade union aurait dû assumer ses responsabilités au lieu de faire chier juste pour faire chier. Idem pour Michael Edwards qui avouera également ses fautes. Bref, pour nos amis britanniques, il ne reste plus grand chose à manger. Il reste plus grand chose de ma voix non plus. Bon, il leur reste quand même un bon casse-dalle, surtout quand je vois du côté de la F1 où la plupart des écuries sont basées au Royaume-Uni. Et j'oublie pas tous ces petits indépendants qui respirent la passion. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était long, j'espère que ça n'a pas été l'indigestion justement, que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des histoires concernant des autos britanniques ou quoi que ce soit, je vous laisse les partager dans les commentaires. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, ciao! Pourquoi 1896 sur la miniature au fait? Ah ça? Bon, il y avait déjà des voitures avant cette date en Angleterre évidemment, mais pour faire court, c'est à cause des lois sur les locomotives du 19e siècle qui ont restreint l'utilisation des voitures sur la voie publique. Et cette restriction a finalement été assouplie en 1896. Voilà pourquoi.